Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, prenez quelques bons personnages, ajoutez une situation cocasse, mettez une pincée de rebondissement, ça y est, vous avez inventé une histoire. Ou pas. Alors, comment faire? Eh bien, on va en parler avec l'invité du Grand Oral, Jean-Philippe Arouvigno. L'anti-sèche d'Amal Laoui. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité aujourd'hui, la très forte augmentation des prix de l'immobilier dans le centre de Marseille. Comment se forment les prix? Eh bien, ce sont les programmes de sciences économiques et sociales. À l'heure de la récré, on retrouve Amal et on va refaire le match légumes contre bébé grâce à une maman tiktokeuse. Et ce sont les légumes qui gagnent à la fin. Et oui, ça arrive. Enfin, on retrouvera notre psy et chroniqueuse Sophie Marinopoulos. Sujet du jour, adolescence et fratrie, un mélange parfois explosif. Jean-Philippe Arouvigno aura peut-être même un avis sur le sujet. La quotidienne de School TV, c'est parti, Grand Oral. Les grands chefs publient régulièrement des livres de recettes. Il est nettement plus rare que les grands écrivains en fassent autant. C'est pourtant ce que fait l'un d'entre eux, une des plumes les plus lues de l'édition jeunesse. Enquête au collège, c'est lui. Les histoires des gens quelque chose, c'est lui encore. Rita et machin, lui toujours. J'ai le plaisir, je ne peux pas tous les citer, hein, vous m'en voulez pas. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Philippe Arouvigno. Grand plaisir, je pense que ça se voit. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Jean-Philippe qui publie chez Gallimard Jeunesse dans la série des histoires des gens quelque chose, les recettes du chef. C'est un livre avec des histoires à l'intérieur, mais aussi un manuel d'écriture créative qui invite les enfants dès l'âge de 9 ans à écrire leur propre opus des histoires des gens quelque chose. Alors, toute petite séquence de rattrapage, si vous faites partie de celles et ceux qui ne connaissent pas encore, il doit en rester un ou deux, les gens quelque chose. Vous-même, vous êtes un Jean quelque chose, un Jean-Philippe en fait. Exactement, venant d'une famille de 6 garçons, tous s'appelaient Jean quelque chose. Donc en fait, je suis un romancier sans imagination. Je parle de mon enfance simplement dans ces livres-là. Et de votre famille, Jean-Pascal, Jean-Philippe, Jean-François, Jean-Noël, etc., etc. Vous dites à l'époque, s'appelait Jean quelque chose, ou Jean machin, c'était très à la mode, mais et que vous aviez 4 Jean-Pierre dans vos copains. Oui, c'est ça. Ça raconte une époque. C'est vraiment une affaire d'époque, oui, complètement. Je crois qu'aujourd'hui, les gens quelque chose n'existent plus du tout. C'est une espèce en voie de disparition. Ouais, on avait fait une chronique sur les prénoms les plus portés aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Adam et Louise et Emma. Jean-Philippe Arouvigno, avant d'être écrivain, vous êtes normalien, vous avez enseigné. Comment vous est venu ce désir d'écrire et d'écrire pour les enfants ? Je crois que c'est vraiment lié à cette découverte majeure à 10 ans de cette littérature de jeunesse extraordinaire qui mettait en scène des enfants comme moi, des garçons et des filles qui avaient une vie extraordinaire. Chaque fois qu'ils partaient en vacances, et ils partent en vacances tout le temps. Il leur arrivait des trucs dans mystère, souterrain, contrebandier, poursuite, etc. Et moi, il ne m'arrivait jamais rien. C'est très Club des 5, tout ça, non? Je crois que c'est un de vos grands exactement. Les clubs des 5, les Fantomètres, les Alice, Langelot toutes les aussi, séries, qui fut une de mes idoles, un agent secret. Vous connaissez Langelot, agent secret? Non. Non, c'est un genre moi. Un garçon de 15 ans engagé pour devenir agent secret, ouais, à qui on apprend des méthodes ultra sophistiquées pour apprendre ses leçons. Et je me disais, mais si on pouvait apprendre des leçons, je ne sais pas, de géographie comme ça serait formidable. Et on apprenait plein de choses, on voyageait et on apprenait plein de choses sur des pays, sur des situations. C'était une culture dingue. Exactement. Et voilà, tout ça, c'était mon univers. J'ai baigné là-dedans tellement que j'avais du mal à m'en extraire et à redevenir le simple garçon ordinaire, vivant une vie ordinaire. Donc, que faire? Peut-être se mettre à écrire des histoires à mon tour. Enfant qui voyageait beaucoup, par ailleurs, pour raison familiale, non? Voilà, oui, on a fait un petit tour de France. Mon père était médecin dans la marine, donc on a fait un petit tour de France des ports. Oui, c'est ça. Et on vous repérait. Voilà. Les Dalton, c'est ça? On nous repérait parce qu'on a tous 1 an et demi d'écart, on se ressemble tous, on a les oreilles horriblement décollées, on était tous habillés pareil, comme vous pouvez le faire à l'époque, puisque c'était les grands-parents qui vous offraient des petits... Vous êtes où d'ailleurs dans la fratrie? Petite cravate, moi je suis le second. Ah ouais. Petite cravate, petit blazer. Les vêtements n'étaient pas encore trop abîmés. Oui, parce que le dernier, le pauvre, il était à la fois non seulement démodé, mais avec des vêtements qui tombaient un peu en miettes. Voilà. Mais entre-temps, vous faites donc ces études, et quelles études? Parce qu'une école normale supérieure, ce n'est pas rien. Donc vous découvrez quand même une autre littérature que le Club des 5 et Langelot, et ça ne vous donne pas des envies? Vous avez écrit un peu aussi quand même. J'ai commencé par la littérature adulte, j'ai publié plusieurs romans de littérature adulte dans la Blanche, avec ce sentiment à la fois d'être merveilleusement heureux d'être écrivain, et en même temps une forme déjà de nostalgie d'avoir quitté ce monde de l'enfance. Parce que la Blanche, la grande collection de Gallimard, c'est rare de renoncer pour dire je vais écrire Enquête au collège. Quoi. Alors c'était pas renoncer, c'était pendant un temps, c'était les livres de jeunesse, c'était une sorte de grande récré entre des livres pour adultes. Et puis progressivement, c'est ce que je préfère faire, ça a gagné ma vie, je suis devenu éditeur jeunesse aussi. Donc le monde des enfants, j'étais professeur en collège, donc tout ce monde-là, c'est un monde qui est le mien et dans lequel je suis heureux. Ces années d'enseignement, justement, en collège, en quoi nourrissent-elles votre œuvre ?
Il y a Enquête au collège, évidemment, qui est une série je pense parce que ça m'a mis en contact avec des enfants de l'âge de mes lecteurs. Ça m'a permis de découvrir qui ils sont, ce qu'ils aiment, comment leur imaginaire vous enquêtiez, en fait. Exactement. J'étais sur une étude market. Non, je crois qu'on écrit d'abord des histoires pour soi. Moi, j'écris les livres que j'aurais aimé lire quand j'avais cet âge-là. Ouais. Et Dieu sait que j'en ai lu, mais il y en avait peut-être d'autres qu'on aurait pu faire, et je m'emploie à les écrire. Jean-Philippe Arouvignaud, invité du Grand Oral de la Quotidienne à l'occasion de la sortie des recettes du chef, Histoire des gens quelque chose. On se retrouve dans quelques instants après l'Anti-Sèche. Amal Laoui. Et l'Anti-Sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, la flambée des prix de l'immobilier à Marseille. Oui, la cité phocéenne est à la mode. Est à la mode et connaît une explosion de demandes depuis la fin du premier confinement. Les prix ont fortement augmenté pour l'année 2021. Eh bien, l'augmentation est estimée entre plus 5,7% et plus 6,8% dans l'ancien. Dans certains secteurs, le prix du mètre carré atteint même les 5 000 € et la tendance devrait se poursuivre cette année. Qui est-ce qui vient ? Alors, des cadres venus d'Île-de-France, mais aussi de nouveaux urbains qui sont en quête d'un cadre de vie plus agréable, d'activités culturelles. Un phénomène amplifié aussi grâce au télétravail. Mais la ville attire surtout pour ses prix encore très attractifs, avec un prix au mètre carré moyen de 3 283 €. Et une étude de l'INSEE publiée en début d'année indique que Marseille a gagné plus de 12 000 habitants entre 2013 et 2019, soit près de 1,5% d'augmentation. Sujet qui peut sembler très technique, mais la façon dont les prix se forment sur un marché, c'est une question qui fait partie des programmes, et notamment en classe de seconde, en sciences économiques et sociales. Oui, c'est ça. Et dans ce chapitre, le marché de l'immobilier peut faire l'objet d'une étude de cas. L'objectif en classe de seconde est de présenter à partir d'un modèle simple la formation du prix sur un marché. On décompose les termes du sujet. On va d'abord parler de ce que c'est qu'un marché, j'imagine. Exactement. La notion de marché recouvre une multitude de marchés différents. Alors, pour un économiste, un marché est un lieu réel ou fictif de rencontre entre l'offre et la demande, donnant naissance à un flux d'échanges et à la fixation d'un prix. Il y a autant de marchés que de biens et services marchands. Les marchés peuvent se distinguer par la nature des biens et services échangés, l'échelle, donc marché local, national ou mondial, et le mode de fonctionnement du marché, donc avec des enchères ou non, par exemple. Il y a plein de types de marchés. Là, on parle de l'immobilier, mais ils apprennent autre chose, les élèves, j'imagine, pas seulement acheter un appart. Ils vont apprendre qu'il y a différents types de marchés. Les grands marchés économiques sont liés au type de produits proposés, et ils vont apprendre qu'ils sont au nombre de 5. Le marché des biens et des services, le marché du travail, le marché financier, le marché monétaire et le marché des devises. Et on leur apprend aux élèves que dans un modèle simple de marché des biens et des services, eh bien, la demande décroît avec le prix et que l'offre croît avec... J'ai rien compris. Oui, en tout cas, ça, ils vont devoir le comprendre, et ils vont devoir être capables de l'illustrer. Faut que je retourne en quoi ? En seconde ? En seconde, en SES. Ah, il y a du boulot. En option. Non, mais ça devrait aller. En tout cas, ils devront aussi comprendre comment se fixe et s'ajuste le prix dans un modèle simple de marché, et être capables de représenter un graphique avec les courbes de demande et d'offre qui permet donc d'identifier le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. Et enfin, à l'aide d'un exemple, comprendre les effets sur l'équilibre de la mise en place d'une taxe ou d'une subvention. J'ai l'impression que je vous ai perdu. En tout cas, une seconde. Ouais, ce cours-là, c'est que le début. Ça sera approfondi après en classe de première. Merci. On va approfondir le grand oral aussi, ça vous va ? Merci Amal, on se retrouve pour la récré et on approfondit le grand oral. Jean-Philippe Arouvignaud. Jean-Philippe Arouvignaud, invité du Grand Oral, que j'ai présenté comme auteur, qui s'est présenté, il a bien raison, comme éditeur. Vous dirigez entre autres les collections Pages Blanches et Hors Piste chez Gallimard Jeunesse. Est-ce qu'il y a des constantes dans les livres qui ont du succès auprès des enfants ? Je crois que ce qu'on aime lire quand on est un enfant, et là je pense à la catégorie de 8-12 ans à peu près, ce qu'on aime lire, c'est des livres qui nous tirent hors de nous-mêmes, des livres qui nous emportent, des livres qui ouvrent dans notre univers des perspectives. Alors bien évidemment les romans de fantaisie, l'aventure. Très à la mode la fantaisie. La fantaisie très très à la mode. Comme si on avait besoin non seulement d'un monde qui soit parallèle au nôtre, mais d'un monde qui ne soit pas forcément régi ou comment dire bloqué par la rationalité. Donc on peut avoir des univers dans lesquels tout est possible, des univers où la féerie existe, des univers où des orques, des trolls rôdent, etc. C'est cette envie, je crois, qui est très forte quand on est un jeune lecteur. Il y a les histoires que l'on invente, il y a les histoires d'ailleurs que vous invitez à inventer et que vous aidez à inventer dans les recettes du chef, j'insiste, je ne peux pas montrer le bouquin à chaque fois, mais à chaque fois il y a une petite histoire, une anecdote des gens quelque chose, et puis voilà, à toi de raconter. Zou, voilà, donc là,
Monsieur Arouvigno ne se foule pas, 2 pages, mais c'est à vous de les écrire. Néanmoins, il se foule un peu plus. Les conseils de Jean B, juste après, c'est là que ça se passe, où il vous explique de faire un plan, de chercher une idée saugrenue, de raconter comment une idée géniale s'est transformée en grosse bêtise, etc., etc. On a vraiment un mode d'emploi. J'ai montré un exemple, il y en a une dizaine en fait qui scandent absolument tout l'ouvrage. Donc il y a les histoires, mais il y a aussi la façon de les raconter. Et dans les histoires des gens quelque chose, la maman, elle n'arrête pas de nous donner des cours de vocabulaire. C'est important de garder dans la littérature jeunesse, à la fois vous dans votre écriture et dans l'écriture des auteurs que vous publiez, une langue soutenue, une langue recherchée. Je crois Parce qu'il y a eu des débats autour de ça dans la. Je crois que dans le plaisir de la lecture, il y a aussi le plaisir d'un apprentissage. Lire pour un enfant, c'est aussi découvrir le monde à travers les mots et apprendre des mots nouveaux, découvrir une langue qui sonne, qui a une belle rythmique, c'est quelque chose d'important. Et c'est aussi, je crois, quelque chose qui conduit vers la littérature. La littérature jeunesse, c'est un apprentissage de la littérature aussi. C'est une classe prépa. C'est ça. C'est la classe prépa de la littérature adulte. Donc on ne renonce pas aux temps complexes, on renonce pas, ça a été fait par moments, on a simplifié des auteurs classiques. Oui, c'est navrant, le Club des 5 par exemple, qu'on a réécrit entièrement au passé composé, je crois que c'est pas utile. Au contraire, j'ai l'impression que dès qu'un enfant a l'impression qu'on va vers sa langue, qu'on simplifie, il a l'impression d'être singé, ça ne lui plaît pas du tout. Ouais. Il attend aussi d'un livre que le livre l'élève. Ils ne sont pas des magots, en fait, les enfants. Pas du tout. Et si on est des magots, ça ne marche pas. C'est ce qui rend cette littérature, finalement, assez difficile à faire. C'est qu'on est face à un public qui n'est pas accessible à n'importe quoi. Il faut qu'on le conduise, qu'on l'emmène, qu'on l'emporte et qu'on le séduise. Pourquoi les séries, vous en faites, Enquête au collège, c'est une série, Les gens quelque chose, Rita et machin, mais pourquoi ça marche aussi bien chez les ados, les séries ? J'ai l'impression que c'est à la fois le plaisir du même et celui de la répétition. Le même, on va retrouver des personnages amis, on va retrouver un univers qu'on aime, on va retrouver aussi une structure narrative, une façon de raconter qui est la même. Bonheur de retrouver un espace confortable et déjà connu. Et à l'intérieur de cet espace, chaque nouveau volume apporte quelque chose de différent, de nouvelles histoires, de nouvelles anecdotes. Donc on mélange en fait le plaisir de la découverte et le plaisir du cocon. Donc les enfants, oui, c'est le cocon du bébé qui aime. On a reçu récemment une pédopsychiatre espagnole qui a travaillé sur les histoires qu'on raconte aux bébés et qui insistait sur cette notion de répétition. Ça renvoie à ça quand même. C'est raconte-moi une histoire que je connais déjà. Bien sûr, et quand on voit les petits-enfants qui demandent inlassablement la même histoire et qu'on la leur répète sans changer le moindre mot, sinon, non, maman, ou non, papa, tu n'avais pas dit ça hier ou tu t'es trompé. Ouais. La fantaisie, par exemple, pourquoi ça triomphe ? Je vous ai vu dire qu'on réinventait Harlequin, mais dans le monde des vampires. C'était au fond assez simple. Oui, c'est-à-dire qu'on sent bien que les structures de ces histoires-là sont toujours les mêmes. Simplement, l'univers a changé et l'univers nous emporte loin d'un univers quotidien, contemporain, qui n'est pas réjouissant et dont les enfants ont souvent envie de s'extraire, comme nous, adultes, on a envie de s'en extraire. Est-ce que dans la famille des gens quelque chose, on mangeait facilement des légumes ? Oh là là, non, c'était une catastrophe. Un repas avec légumes était un repas que ma mère devait vendre chèrement. Et bien, on va voir sur TikTok qu'une maman a trouvé une autre façon de vendre des légumes. C'est l'heure de la récré. Oui, dans cette heure de récré avec une maman qui réussit justement à faire aimer les légumes à ses enfants grâce à un peu d'imagination. Regardez.
Légumes 1, bébé 0. C'était pour votre maman, ça? Exactement. Alors moi, je me souviens, le légume vert, c'était une... Ah oui, là c'est vrai qu'avec le orange, ça passe mieux. Le légume vert n'était présenté que comme finalement une source de bienfaits presque médicale. Ouais, c'est n'importe quoi. Et sans ça. On est d'accord. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Amal, réussir à faire manger des légumes à ses enfants, c'est quand même un casse-tête pour les parents. Oui, alors vous demandez pourquoi est-ce que les enfants n'aiment pas les légumes? Je fais même pas mon boulot. Pourquoi les enfants n'aiment pas les légumes, Amal? Selon les spécialistes, c'est un phénomène qui est naturel puisque les légumes sont relativement pauvres en calories et ont donc moins d'effets physiologiques perceptibles comme la satiété. Et ensuite, eh bien, la plupart des légumes sont peu sucrés alors que les enfants aiment le goût du sucre, le goût qui leur rappelle celui du lait maternel. Alors nous avons donc tendance à aimer les aliments plus caloriques. Selon Sylvie Issanchou, directrice de recherche à l'INRA à Dijon, eh bien, cette préférence est le résultat d'apprentissage. Avoir la capacité à apprendre à préférer les aliments riches en énergie représente un avantage adaptatif et serait donc le résultat d'une évolution. Darwin, toujours, il y a quand même des légumes qui ont nettement moins la cote que d'autres. Oui, les enfants ont beaucoup de mal à manger les légumes amers. Ah oui, les et endives. Rejeter l'amertume serait un réflexe puisque l'amertume est associée à certaines plantes toxiques. Donc voilà, les enfants ne sont pas bêtes. On le savait qu'il y avait Exactement. Et ça fait longtemps qu'on le dit. On le sait, et oui, on le disait à nos mamans. Oui. Donc il s'agit d'une réaction de défense, il s'agit aussi d'une question d'habitude. Ils apprennent à aimer ce qu'on leur propose plusieurs fois. On l'a dit tout à l'heure, la répétition, exactement. Et s'ils n'aiment pas les carottes râpées, eh bien, ça ne veut pas dire qu'ils n'aimeront pas les carottes cuites. Donc il faut tout simplement varier. Aimer les légumes, ça s'apprend. Une étude a montré que alterner à chaque repas entre le légume que préfère un enfant et celui qu'il aime le moins, eh bien, mène à un équilibre des préférences. Il déteste les deux à la fin. Et des quantités consommées au bout de 8 jours. Ah ouais. Cela montre donc que les goûts et les aversions alimentaires sont avant tout une question d'éducation et d'habitude. Et sur School TV, l'éducation, on y croit. Merci beaucoup. On retrouve Jean-Philippe Arouvigno, la suite du Grand Oral. C'est frais et fleuri comme du petit Nicolas, surtout c'est tendre, vivant et gai, et ça c'est intemporel. Je cite l'extrait d'un article de Libération sur l'œuvre de Jean-Philippe Arouvigno, invité de cette quotidienne de School TV pour les recettes du chef, un opus un peu particulier dans la série des histoires des gens quelque chose, puisque c'est aussi un petit manuel d'écriture à l'usage des enfants. Il vient de sortir chez Gallimard Jeunesse. Je vous cite toujours Jean-Philippe, non, quand je dis toujours, c'était Libé que je citais tout à l'heure, mais là je vous cite vous. Vous avez dit, je vous cite, que la place de l'adulte qui écrit a changé en littérature jeunesse. Vous parliez par rapport il y a une cinquantaine d'années. En quoi ? J'ai l'impression qu'autrefois, la littérature jeunesse avait d'abord une vertu éducative. Elle voulait vous faire aimer les légumes verts. Voilà, par exemple. Les légumes verts. Et on faisait de l'enfant, finalement, de l'enfant héros, un adulte en puissance qui devait adopter les codes de l'adulte et finalement être toujours très propre sur lui. La seule chose qu'il pouvait avoir, c'était parfois les cheveux un peu dépeignés. Aujourd'hui, il n'y a plus cette volonté-là, je crois, dans la littérature de jeunesse. On prend les personnages d'enfants comme de vrais personnages, comme de vraies personnes, qui sont animés par des sentiments d'enfants, qui ont une psychologie d'enfant qu'on ne cherche pas à tirer vers l'âge adulte. Et un pouvoir d'agir sur le monde aussi à hauteur d'enfant. Et parce qu'ils sont petits, parce qu'on ne se méfie pas d'eux, parce qu'ils sont pleins d'innocence aussi, ils sont capables de changer le monde en s'attaquant aux méchants et ils gagnent à la fin. Votre amour de l'écriture est né de votre amour de la lecture et de lecture de jeunesse, notamment Club des 5, etc. Vous dites, je suis passé directement de Bob Moran à Proust. Il y a quand même des étapes entre les deux. Mais pour moi, quasiment pas. Je me suis accroché vraiment. Donc si on a un enfant qui aime lire des livres pour enfants, il ne faut pas se dire, il ne viendra jamais au classique, il ne faut pas forcer le truc, ça viendra. Moi, je crois qu'il faut laisser... C'est comme une sorte d'escalier que chaque lecteur va emprunter et il faut prendre les marches les unes après les autres. Et par moments, on reste bloqué sur la deuxième marche, c'est pas grave. L'important, c'est de continuer à lire et à un moment donné, le déclic se fera. Moi, j'ai commencé ma carrière de lecteur en lisant Martine. Quelle horreur, disent les gens aujourd'hui. Martine, j'adorais les dessins de Martine, j'adorais ces tout petits textes qui aujourd'hui sont considérés avec beaucoup de mépris, mais c'est pas grave. Est-ce que ça a fait de moi quelqu'un qui n'aime pas la vraie littérature ? Non. Mon marchepied a commencé très très bas. Ça aurait été encore mieux, je suis passé directement de Martine à la Madeleine de Proust. Ça aurait pu être encore plus fort. J'aurais dû dire ça. Vous auriez pu le dire. Allez, vous le dites pour School TV. Vous avez grandi avec des héros de papier, vous avez aussi grandi avec des héros du monde réel. Alors dans votre génération, c'était Alain Bompard. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Alain Bompard. Oui, non, vous êtes trop jeune. Mais voilà. C'est un monsieur qui avait traversé l'Atlantique, si je me souviens bien, sur un Zodiac. Volontaire, c'est ça. Ouais, voilà. Il voulait il se nourrissait de plancton. C'était très écolo avant l'heure, d'ailleurs. Filtrer de l'eau de mer, etc. Et quelques autres, Pierre Klosterman, l'aviateur. Qui sont les héros des jeunes aujourd'hui ? Quels seraient vos héros à vous, si vous aviez 8 ans ? C'est compliqué à dire. Aujourd'hui, les héros sportifs sont archi présents. Il y a une telle
puissance des médias que c'est compliqué d'avoir des héros comme ça. Moi, ce que j'ai aimé, Thomas Pesquet, quoi. Voilà, un Thomas Pesquet. Ce que j'ai aimé dans ces collections, là, c'est qu'on avait à la fois un mélange de fiction pure, le Club des 5 dont on parlait tout à l'heure, mais aussi des livres qui racontaient des aventures extraordinaires et qui faisaient penser, quand on sortait de la lecture, que finalement, cet enchantement du monde, il était possible dans la vraie vie aussi, qu'on pouvait faire le on avait passage. lu des histoires de pilotes, on avait lu des histoires d'aventuriers et que ça existait, c'était vrai. On a aussi des héros faillibles ou des héros un peu méchants aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas, là encore, il y a quelques années. Artemis Fowl, il n'est pas sympa. Bien sûr, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un héros ressemble à ce que nous sommes, c'est-à-dire un mélange de qualités et de défauts. Un héros qui ne serait que qualité, ce serait juste un cube. Finalement, est-ce qu'on a envie de s'identifier à un cube ? Non. Non. Vous défendez, Jean-Philippe Arouvignaud, assez farouchement la lecture plaisir contre la lecture utilitaire. C'est toujours cette même idée de dire à un enfant, lis, tu feras moins de fautes d'orthographe, c'est pas la bonne porte d'entrée. Non, je crois pas. C'est par le plaisir qu'on va vers la lecture, c'est par le plaisir qu'on découvre des univers qui vont être de plus en plus complexes, de plus en plus nourrissants, de plus en plus utiles aussi, sans doute. Mais dire lis, cet impératif n'est pas possible, je crois. Ouais, ça peut pas se faire un impératif. C'est au contraire ça, ce qui va dégoûter. Et l'école joue un rôle très compliqué parce qu'à la fois, elle doit porter cette lecture, elle doit apprendre à lire, elle doit encourager la lecture, et en même temps, elle a cette nécessité elle met des notes. De mettre des notes. Donc elle est toujours sur l'espèce d'entre-deux, voilà, très compliqué à gérer. Jean-Philippe Arouvignaud, la maison ne reculant devant aucun sacrifice, a bien compris que dans les histoires des gens quelque chose, il y avait une fratrie qui pouvait avoir des petits problèmes, que ça pouvait débattre entre frères. Eh bien, on a justement demandé à Sophie Marinopoulos, qui est psy, mais qui est aussi notre chroniqueuse dans l'émission, de résoudre tous ces problèmes. On l'écoute ? Allez. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le sujet de la fratrie, qui est cher à mon collègue Baptiste Fisch, qui est psychologue et qui travaille dans le réseau de ces lieux d'accueil, les pâtes au beurre, et qui attire notre attention sur les plus jeunes dans une famille. Et il me semble qu'en effet, ce sujet n'est peut-être pas suffisamment évoqué, et on oublie que quand l'adolescence arrive, quand l'adolescence s'invite dans la famille, on l'a déjà dit à d'autres occasions, sans crier gare, eh bien les plus jeunes sont eux aussi concernés directement par ces transformations, parce que tout change dans la maison, l'atmosphère générale de la maison change, la façon de rentrer de l'école, de sortir, d'avoir envie d'être là, de ne plus être là. Tout ça fait véritablement un climat familial qui n'est plus le même. Et les plus jeunes sont très sensibles à cette atmosphère familiale et très souvent, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Donc c'est important d'en tenir compte et c'est important peut-être de voir 2 points. On ne peut pas tout évoquer, mais 2 choses qui les perturbent tout à fait particulièrement. La première, c'est que jusque-là, les chambres étaient ouvertes, on allait chez les uns, chez les autres, on jouait ensemble, on se chamaillait, mais il y avait quelque chose qui était de l'ordre du partage. Même la bagarre, même la chamaillerie, même les avis contraires, eh bien ça s'échange, ça fait de la vie, ça fait de la participation. Et puis, tout d'un coup, la porte est claquée, fermée, d'une manière péremptoire, et le plus jeune se retrouve face à cette porte fermée, et il n'est plus le bienvenu. Du jour au lendemain, il n'est plus intéressant. On ne lui raconte plus rien. Il n'est pas suffisamment intelligent ou grand pour comprendre. Donc ça surgit. Il n'est plus celui qui pouvait accompagner le grand frère ou la grande sœur. Donc cette notion de rejet occupe une place dans sa vie psychique qui est douloureuse et qui est souvent à bas bruit. Donc peut-être y penser les uns et les autres dans les familles où l'adolescence est arrivée. Et puis la deuxième chose, c'est que ce très jeune enfant, quel que soit son âge, tant qu'il n'est pas adolescent, il s'aperçoit que soudainement, son parent n'est pas si solide que ça. Et que son parent peut être remis en question. Et que l'appui sur lequel dont il était certain, en fait, qu'il pouvait tenir compte, eh bien, c'est peut-être pas pour toute la vie. Donc là, il y a une déstabilisation sur la place et le rôle du parent solide, avec lequel on aura toujours une relation de proximité, de confiance,
d'un vivre ensemble qui ne sera jamais transformé. Donc c'est cette transformation soudaine qui envahit le milieu familial et qui les met en difficulté. Face à ces ambiances, n'oublions pas donc que l'enfance continue à exister à côté de l'adolescence de l'aîné. Et que oui, cette adolescence vient entraîner des questions tout à fait inattendues et que ce très jeune enfant ne peut pas les comprendre si on ne prend pas le temps de donner du sens à ce qui se passe. Et ça demande pour les parents une disponibilité qui, je l'avoue, est difficile parce qu'il faut à la fois faire face à cette adolescence qui bouscule, qui gêne, qui fait mal, et en même temps prendre soin des plus jeunes, de leur parler, leur dire « bah oui, tu vois ». Bien sûr, c'est aussi normal, il grandit, il a d'autres envies, mais t'inquiète pas, là il est fâché pour l'instant, mais ça va revenir. Voilà. Et d'expliquer un petit peu en quoi ce jeune adolescent est lui-même mis en difficulté avec son propre grandir. Et que ce n'est pas lui le petit qui est remis en question, mais c'est cette nécessité pour le plus grand de trouver sa juste place et de se sentir bien avec lui-même. Donc être avec les plus petits et leur dire de ne pas s'inquiéter. La porte de la chambre qui se ferme, les parents qui se révèlent faillibles. Jean-Philippe Arouvignaud, vous avez écouté avec beaucoup d'attention la chronique de Sophie Marinopoulos. C'est très intéressant, oui, ouais. C'est très très juste. Moi j'ai le sentiment que mes frères plus petits, moi j'étais le second, donc j'avais la chance d'être dans le haut du panier. Mes frères La chance, vous dites? Oui, j'ai vécu ça comme une chance. Quand ils étaient petits, on leur disait non, t'es pas en âge de jouer avec nous. Et puis quand ils sont devenus grands, qu'ils arrivaient à ce temps où ils auraient pu jouer avec nous, nous on avait quitté la maison. On était devenus des grands jeunes hommes qui avions quitté la maison. Tout d'un coup, il y a une espèce de souffrance de n'avoir pas pu peut-être être dans ce groupe comme ils l'auraient souhaité. La porte qui se ferme. Vous étiez une famille nombreuse quand même, chacun avait sa chambre, pas non, tout le temps. Non, on partageait les chambres à deux, donc il y avait les grands, les moyens, les petits. C'est ça. Et là aussi, à l'intérieur de ça, des espèces de prérogatives accordées à chaque groupe. Ouais. Et les petits étaient toujours comme les petits moutons derrière le... Attendez-moi, jamais on ne leur offrait cette place-là. Ouais. Il fallait à chaque fois combattre pour pouvoir jouer avec nous, pour pouvoir s'imposer au milieu des plus grands. Donc c'est compliqué pour eux. Oui. Fratrie qui a gardé une grande importance pour vous, puisque vous continuez à lui consacrer toute une partie de votre œuvre. Vous ancrez aussi vos histoires dans les années 70. Alors pour les gens de ma génération, c'est génial, ça nous rappelle plein de souvenirs. Les enfants d'aujourd'hui, comment ils réagissent à ce monde qu'ils n'ont pas connu ? Peut-être comme ça représente pour eux quelque chose, un monde un peu exotique, ouais. Mais finalement peut-être un âge d'or dans lequel la vie leur paraît plus facile. Bon, d'abord parce que je ne raconte que la version rose de cette époque. C'est vrai que y avait des choses qui étaient compliquées aussi, mais peut-être moins de pression des marques, moins de pression de la télévision. Un monde qui semblait plus doux, un monde aussi dans lequel les parents, même si ceux dont je parle là sont des gens qui ont une autorité, vous laissez plus facilement aller faire du vélo en bas de la cour, un monde qui semblait plus rassurant pour les parents. Un monde où les relations hommes-femmes sont un peu plus marquées que... Où le père était chef de famille. Ah, on est d'accord. Et le revendait. Et ça ne se discute pas. Voilà. Et la maman, on ne discute pas des masses d'ailleurs. Mais la maman, elle est très organisée, donc elle elle est super organisée. Elle a son pouvoir sur les enfants très, très, très clairement. Alors c'est drôle de parler de ça parce que finalement, je crois que les enfants ne se reconnaissent pas réellement dans ce monde-là. Ils n'aimeraient pas que ce monde-là revienne. Ouais. Mais au bout du compte, c'est un bonheur. Rassurant. Voilà, un bonheur de lecture, c'est rassurant. Et vous pouvez, à votre tour, vous procurer à celles et ceux que vous aimez des bonheurs de lecture, puisque dans les recettes du chef, Histoire des gens quelque chose, Jean-Philippe Arouvignaud vous donne des trucs pour écrire. C'est un manuel d'écriture. Il y a aussi une version audio, je dois dire, avec Laurent Stocker de la Comédie Française. Et puis il y a un concours, non, autour du livre, j'ai vu ça aussi. Voilà, on offre la possibilité aux enfants qui le souhaitent de participer à un concours. Vous faites ça avec Plume, hein, c'est ça, une appli qui développe le super pouvoir de l'écriture. Et on a jusqu'au 26 mai pour relever 2 défis basés sur les nouvelles aventures des gens quelque chose. Vous en souvenez ? Vous voulez que je redonne la règle du jeu ? Et gagner ensuite un livre personnalisé dans lequel son histoire sera imprimée. Voilà, et donc vous pouvez raconter vos exploits, et sinon vous y racontez une visite que vous avez faite chez le médecin. Votre mission, si vous l'acceptez, faire rire le lecteur. Jean-Philippe Arouvignaud, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Vous lisez, tout est chez Gallimard Jeunesse. Je n'ai pas cité les noms des illustrateurs, c'est un tort. Olivier Talek notamment, pour Rita et Machin. Serge Bloch. Et là, le formidable François Avril qui m'a fait ce cadeau de prendre en main ces personnages
personnages et de leur donner... Et puis vous avez aussi bossé avec Serge Bock, enfin en somme avec les plus grands. Oui, cette chance incroyable de voir la littérature jeunesse. À chaque fois, on écrit des livres et ils sont magnifiés par ces illustrateurs extraordinaires. Amal, merci beaucoup. Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe, à Colline Hamel pour le maquillage, pour la préparation de l'émission et en régie, à Marine Plantec, assistée par Roxane Sarfati, et puis au son Mathieu Sullivan, à la réalisation Jules Farou. Vous restez évidemment sur School TV et vous retrouvez cette émission en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.